Comment on fait une boîte qui fait près de 5 milliards de chiffre d'affaires pour développer une nouvelle activité? Elle recrute un entrepreneur. Je parle d'Aéroports de Paris qui a vu en 2019 passer près de 10 millions de passagers. Et pour développer l'activité 100 millions. Et pour développer l'activité de vente en ligne de places de parking d'Orly et de Roissy, ADP a recruté en 2010 un entrepreneur, Ben Aïssa Mbaresh. Bienvenue sur Oser puis doser, le podcast qui raconte les histoires des entrepreneurs qui ont créé de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Deban, cofondateur de Tango Start, cabinet de conseil en innovation et hôte de ce podcast. Chaque épisode, on découvre une entreprise, un cas et un invité. Et aujourd'hui, nous recevons donc Ben Aïssa Mbaresh. Bonjour Franck. Bonjour, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Super, super. Alors, Aéroport de Paris, ADP, Orly, Roissy, toi ancien entrepreneur, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte par rapport à l'entreprise et à ce que tu as fait? L'entreprise, donc le groupe ADP, exploite des aéroports en France, Orly et Roissy essentiellement, également le Bourget, mais qui est un aéroport d'aviation d'affaires, mais également intervient dans beaucoup d'aéroports dans le monde. Donc c'est un groupe qui a pour activité principale de gérer le trafic aérien. Alors ce qu'on connaît le plus en B2C et ce qu'on connaît tous, c'est évidemment Orly et Roissy, a une activité B2B qui consiste à avoir comme clients toutes les compagnies aériennes et toutes les personnes qui interviennent dans l'aéroport, et a également une activité B2C de vente de parking, de vente de produits dans les commerces également, de duty free. Et donc ça représente une activité qui a fait en 2019 près de 5 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, ok, super. Et moi j'interviens en tant que responsable du e-commerce depuis, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis plus de 10 ans maintenant, pour développer une activité de vente en ligne. De différents produits. Donc, initialement, je pense qu'on va largement en parler tout à l'heure, la vente de parking en ligne, qui représente tout de même l'essentiel de ce qu'on vend en ligne. Et puis petit à petit, du développement d'une offre de services dédiée aux passagers, qu'on peut réserver sur Internet, donc des vols, hôtels et location de voitures, également de la protection des bagages, la consigne de bagages, et dans l'avenir encore une offre un petit peu plus large de services à réserver en ligne. D'accord, super. Donc en 2010, tu es recruté pour développer justement cette activité de vente en ligne de parking, de places de parking. Ah oui, en 2010, je suis recruté d'abord pour faire le point un petit peu sur une filiale qui avait été lancée, ou une volonté d'activité de vente de produits en ligne. Au final, on se retrouve dans un environnement où la vente en ligne n'est pas du tout naturelle, on se l'a dit tout à l'heure. La vente en ligne n'est pas du tout naturelle. Il y a très très peu de dispositifs digitaux qui sont en place. Il y a pas de CRM par exemple, aucun envoi d'email, et au moment où j'arrive, aucune véritable activité de vente en ligne. Il y a un site web quand même. Alors il y a un site web, que tout le monde connaît, qui est un site web qui est plutôt orienté sur de l'information, et quelque part c'est assez naturel puisque c'est la mission aussi, c'est l'une de nos missions, d'informer les passagers sur la manière avec laquelle on peut se rendre à l'aéroport, les accès et tous les détails qui vont faire en sorte que le passager soit le plus informé en amont avant d'arriver. Chacun sait, j'imagine que pour toi c'est le cas aussi, quand on va à l'aéroport, il n'y a pas simplement la joie de prendre l'avion, il y a surtout beaucoup de stress. Et l'une des parties de notre travail, en tout cas quand on développe des services, qu'ils soient en ligne ou pas, c'est d'offrir aux passagers le plus d'informations possible et le plus de faire redescendre son niveau de stress. Donc il y a cette activité de sites web informatifs qui existent. Ensuite, il est question effectivement de commencer à développer des produits à vendre en ligne. Il y a une volonté à l'époque de développer de la vente en ligne qui va être, on va dire, accélérée par un contexte qui aura beaucoup évolué. C'est-à-dire, en tout cas pour ce qui est du parking, dans un temps 1, et c'est d'abord de ça qu'on va parler, le fait de se rendre à l'aéroport devient un marché qui est beaucoup plus élargi, avec beaucoup plus de concurrence. On voit arriver les VTC,
On va arriver également par la suite, on verra que les taxis s'organisent pour avoir des forfaits taxis du centre-ville jusqu'aux aéroports. Tout ça, c'est un contexte. Il y a le covoiturage également de courte distance qui commence à se développer un peu. Oui. Donc tout ça fait que quelque part, la concurrence commence à se développer et qu'au fur et à mesure, on se rend compte sur une activité qui pèse encore et qui pesait déjà à l'époque plusieurs dizaines de millions d'euros, qui sont les parkings à l'aéroport. On se rend compte qu'il va falloir développer des choses qui permettent de faire face à cette concurrence, puis quelque part d'améliorer aussi la manière avec laquelle on accueille les passagers. Ouais. C'est-à-dire que les gens, au lieu de laisser leur voiture pendant leur voyage, et maintenant ils prennent d'autres alternatives. Alors, oui, tout à fait, Franck. D'abord, on se dit qu'on a quand même un petit sujet tarifaire sur les places de parking à l'aéroport, qui devient de plus en plus la concurrence se développe, plus on a un souci avec cette histoire de tarifs. Parce que nos tarifs à l'époque étaient quand même relativement élevés par rapport à ce que proposaient les concurrents. C'est-à-dire pour une semaine de parking À l'époque, pour une semaine de parking, on était à plus de 160 €, alors qu'aujourd'hui, et on va y arriver, quand on réserve un parking en ligne, on va avoir des tarifs qui vont commencer à partir de 75 €. Donc on a quand même effectivement adapté notre offre. À cette époque-là, on n'a pas de raison véritablement de s'inquiéter sur la santé des parkings, en quelque sorte. La concurrence est là, on a encore beaucoup d'utilisateurs qui viennent dans nos parkings. Donc effectivement, l'idée est un petit peu visionnaire de se dire attention, avec toute la concurrence qui se développe autour, il va falloir qu'on réponde à cette offensive de la concurrence par une autre offre, quoi. Donc c'est pas juste développer la vente en ligne, mais c'est aussi développer une offre plus adaptée. Oui, c'est développer plusieurs éléments. C'est qu'en réalité, les plus de 100 millions de passagers en 2019 dont tu parlais tout à l'heure sont les clients des compagnies aériennes. Globalement, on n'a pas leur contact quand Franck vient à l'aéroport. C'est la compagnie qui lui a réservé le billet d'avion qui a son contact et qui va donc lui parler et qui va donc lui donner des informations. Ensuite, tu pourras arriver sur notre site web si tu décides de te dire je vais aller chercher des informations sur mon vol. Et il se trouve que malgré tous les emails qui sont envoyés par ta compagnie aérienne, il y a quand même encore un petit réflexe d'aller voir ce qui se passe sur le vol à l'aéroport. Il est là, il existe, tout va bien, quel terminal, etc. etc. Donc dans ce cadre-là, d'abord le développement du CRM et des contacts clients ont commencé à faire en sorte que notre base client a commencé à prendre une certaine ampleur. Quoi de mieux qu'un site, que la vente en ligne pour avoir des clients et de savoir qu'ils viennent à l'aéroport. Et prévoir que les clients viennent à l'aéroport, c'est aussi leur donner un tas d'informations utiles, encore une fois, pour faire baisser ce stress. Donc, c'est une démarche digitale globale. On va beaucoup parler de e-commerce, mais à mon arrivée, c'est plutôt du CRM que j'ai fait. C'est-à-dire comment on parle à nos clients, qu'est-ce qu'on leur dit, et comment on gère tous ces fameux contacts. Et justement, à ton arrivée, qu'est-ce que tu commences à mettre en place et tu te dis quoi? Est-ce que tu te fixes un objectif? Il est clair déjà? On rationalise d'abord la base de données des clients, parce qu'elle existe en fait, elle est là. Il n'y a pas l'utilisation de CRM, mais elle est quand même déjà là. Donc on commence à poser un plan de contact pour commencer à parler à nos clients. En commençant à parler à nos clients, on a aussi leur réaction. Est-ce que ça les intéresse ou pas d'ouvrir les mails? J'ai l'habitude de dire qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc même si je te propose un parking ou un parfum à l'aéroport à moins 70%, écoute, si tu ne prends pas l'avion, tu ne prends pas l'avion. Donc il y a tout un dispositif à mettre en place de qualification de tout ça et de savoir exactement quand est-ce que tu vas venir. Donc c'est quand même la brique c'est quand même la brique de base, commencer à contacter nos clients. Et quand on a commencé à leur écrire, effectivement, on a commencé à développer également l'idée de vendre des parkings sur Internet, qui était quelque chose d'abord de totalement nouveau. Pour deux choses. C'est que la vente directe en B2C sur Internet, nous n'en faisions pas. Exactement comme nous ne contactions pas par email les clients. Et donc, c'est un nouveau métier, une nouvelle activité dans une période qui est plutôt florissante, puisque le trafic aérien, en ce temps-là, se développe chaque année, notre chiffre d'affaires se développe chaque année, le nombre de passagers augmente chaque année. Donc, en gros, la question, elle arrive de savoir s'il est bien utile ou bien essentiel d'aller se mettre sur une nouvelle activité comme celle-là. Et comme tu dois le savoir et comme d'autres l'ont déjà dit pendant ce podcast, malgré tous les
malgré le chiffre d'affaires que peuvent faire ces grosses entreprises, les budgets pour commencer ce genre d'activité sont relativement faibles. Ouais. Et donc on commence avec peu de budget, peu de moyens, et on doit faire tout ce travail et d'évangélisation, dont j'imagine on reparlera pendant le podcast, et également de faire ses preuves, tout simplement. Oui, Ouais. c'est possible, ça peut marcher. Ouais. Oui, ça doit marcher, parce que si on ne développe pas ça, on prend un grand risque pour une activité qui est Ouais. importante pour le Donc, groupe ADP. concrètement, tu arrives et tu commences à regarder le CRM et à commencer à communiquer avec les clients. Et puis de là, tu dis, naît l'idée de faire de la vente en ligne, justement. Alors l'idée de la vente en ligne était déjà, j'approche mon micro. Hein. L'idée de la vente en ligne était déjà là, avec toutes les oppositions qu'on peut avoir en interne sur ce genre de produits. Vendre en ligne un parking, c'est pas aussi simple que de livrer un produit sur Internet. Il y a tout un tas d'aspects techniques. Ouais. C'est plusieurs dizaines de parkings qui sont à l'aéroport, avec des dizaines, des centaines de barrières. Ces barrières doivent s'ouvrir. Donc techniquement, déjà, il y a un défi qui est absolument majeur et un investissement qui est important pour mettre en place toute une architecture technique qui dit je vais avoir un site web qui va réserver, je vais avoir des web services, je vais avoir des dépôts en FTP à l'époque, parce que c'était ce qui était le plus économique. Ouais, on déposait carrément des fichiers en FTP pour que les barrières puissent s'ouvrir. Ah ouais, parce que d'accord. le principe, je vais te le rappeler, et je pense qu'il y aura plus de clarté sur ce sujet-là, c'est quand on réserve un parking sur Internet, on le réserve, on paye, et ensuite on reçoit un code qui permet d'accéder à ce parking. Ouais. Donc tout ça, ça nécessite d'être mis en place. Alors qu'au début, il n'y a rien pour mettre le code. Au début, il y a des parkings sur lesquels il n'y a pas de digicode, il y a des parkings qui ne sont pas équipés pour ça, il y a des barrières en tout cas de parking qui ne sont pas équipées pour ça. Donc il y a tout un process client à faire, il y a tout un service client également à monter, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière, comme on se l'est dit. Tu me disais qu'il n'y avait pas de service client avant. Alors il y avait un service relation client qui en son temps s'appelait un service réclamation. Ouais. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il est vrai, il faut le constater, qu'on a aussi pas mal de clients qui nous écrivaient pour parler de la manière avec laquelle ils avaient traversé l'aéroport pour aller prendre l'avion, pour des sujets divers et variés. Là, il n'était plus question d'avoir une plainte sur le fait qu'il y ait des embouteillages ou autre chose. Il était question de traiter un client qui venait de réserver et de payer. Ouais. C'était complètement différent. C'est une approche complètement différente de la relation client. Ouais. Donc, du coup, on commence à poser tout ce travail et vendre en ligne. C'est largement plus conséquent que de déposer sur une page web un process de réservation, on est d'accord. Et encore plus quand on a à le faire sur deux aéroports, un au nord, un au sud. Et en plus, tu dois avoir un système de gestion des disponibilités aussi ou quelque chose Exactement, comme ça. Effectivement. Il faut faire tout un système de résa qu'on a développé en interne. Alors, on a de la chance d'avoir... Et depuis que je suis chez ADP, on a la chance d'avoir une DSI brillante qui nous a beaucoup aidé sur ces sujets-là. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, un système de résa, quand on en cherche un sur le marché, on en trouve. Il faut se repositionner il y a plus de 10 ans, au moment où on cherche un système de réservation de parking. Donc, il a fallu le créer en prenant en compte tous les aspects opérationnels qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un aéroport. Donc, on est sur des sujets qui sont complexes, avec assez peu de moyens quand même, assez peu d'équipes. Ouais. Et pour embarquer la DSI dans l'IT dans cette démarche, c'était simple ou Alors, pour embarquer la DSI, c'est simple, effectivement, c'était le plus simple, d'accord. Je pense que, en tout cas, c'est ma conviction, toutes les DSI ont envie de développer des choses nouvelles, d'être sur des activités nouvelles. C'était une DSI qui était plutôt positionnée, effectivement, sur de l'IT d'infrastructure aéroportuaire et aussi un petit peu quand même sur le site internet, effectivement. La réservation, tu es bien placé pour savoir que c'est autre chose. Le e-commerce, c'est autre chose qu'un site informatif. Donc, le développer avec le peu de moyens qu'on avait, non, il n'y a pas eu de frein de ce côté-là. Après, pour ce qui concerne les freins, parce que les sujets qui étaient plus problématiques, c'est qu'effectivement, on vient mettre
On vient apporter une nouvelle activité dans une activité qui existe déjà. Donc il y a des notions de territoire, il y a des notions de pourquoi on le fait, pourquoi investir là-dedans. Et puis surtout, l'un des points absolument essentiels, c'est qu'on n'arrive pas simplement en disant on veut vendre des parkings en ligne. On arrive avec une étude des marchés qui dit, pour se garer une semaine à l'aéroport, aujourd'hui, au prix où on le propose, on ne sera plus dans le marché sous peu. Ouais. Parce que le marché est vivant, il bouge. Ouais. Il bouge, je l'ai dit tout à l'heure, VTC, taxi, on a parlé de covoiturage de courte distance, et puis on a des petits collègues concurrents qui commencent à positionner des parkings pas loin de nos aéroports et à transformer leur champ de colza en parking et à faire la navette jusqu'à l'aéroport et qui proposent un service qui permet de se garer à l'aéroport pour beaucoup moins cher que nous, avec un service totalement différent, puisqu'ils sont à l'extérieur de la plateforme. Donc nous, on a un super avantage, c'est d'avoir des parkings sur place. On a une offre différente de parking. On a des parkings à distance avec une navette, mais c'est jamais plus de 10 minutes, mais c'est vraiment un grand maximum. Tu es sur la plateforme, donc déjà c'est un peu plus sécurisant. Tous les embouteillages qu'il y a autour, tu es déjà arrivé, toi, sur la plateforme. On a également des parkings qui sont juste en dessous du terminal, ce que tu as déjà certainement utilisé. Et on a même un parking premium qui est, lui, au niveau -1, dans un espace sécurisé, avec moins de 100 places, ce qui fait que tu trouves ta place au bout de 30 secondes. Donc tout ça, ça a nécessité de revoir les tarifs. Et c'est ça la principale difficulté. C'est que tu viens voir quelqu'un qui vend une semaine de parking à plus de 160 €, et tu lui dis, j'ai une idée, c'est qu'on va le vendre en ligne. Et puis deux... nos tarifs sont beaucoup trop chers, donc il va falloir baisser. De l'ordre de combien ? Ce qui serait bien, c'est qu'on baisse au moins de 50%. Tu peux imaginer, d'accord ? C'est qui dans l'organisation qui doit protéger ça Pour ne pas rentrer dans les détails, sans faire en sorte que ce soit ni protégé ni autre chose, il y a une entité à Roissy, une entité à Orly à l'époque qui gère les parkings et qui effectivement gère l'activité des parkings. Mais qui gère l'activité des parkings que je vais appeler vulgairement, et on va se le dire maintenant, au ticket. Je prends mon ticket et quand je sors, je paye. Rien à voir avec la vente en ligne. Donc nous, on arrive avec presque... et là, on est un peu dans l'intrapreneuriat. C'est qu'on arrive avec... on a notre petite start-up de vente en ligne et on se propose de se mettre au service de l'interne en leur disant, voilà, on va vous apporter un nouveau canal. Mais eux, je te laisse imaginer quelle réaction tu peux avoir quand on a une activité qui, à l'époque, se développait encore, se développe encore très bien. Il y a plus de 10 ans, donc il y a encore des gens qui utilisent nos parkings. Nous, on est persuadés qu'il y en aura de moins en moins qui les utiliseront, au moins pour rester 5, 6, 7, 8 jours, puisqu'on parle quand même de l'essentiel du business, voyage, de séjour. C'est-à-dire qu'au fait, la vente de parking continue à augmenter parce qu'il y avait de plus en plus de passagers. Mais au fait, il y avait des concurrents qui s'installaient, donc c'était pas forcément perceptible que l'activité était en déclin quelque part par rapport à la croissance. Ça n'était pas perceptible, c'était prévisible. Et elle est là la difficulté de développer ce type de business dans les entreprises qui... personne n'est idiot, on n'est pas en train de dire, on a souvent cette image un petit peu des grosses boîtes. J'avais moi-même cette image avant d'être dedans, en se disant, oh là là, ça va être compliqué de développer ça, comment il va falloir leur expliquer ça, mais comment je vais leur... On est un petit peu hautain dans le digital. On est un tout petit peu hautain. On a oublié de simplifier les choses. On a oublié de rendre les choses accessibles à tous. Nos termes en anglais, nos concepts qui changent toutes les 2 minutes. Quand on arrive dans une boîte comme celle-là, ça n'a rien à voir. Quand on se retrouve entre nous dans le digital, on peut parfois être un petit peu hautain. Donc, la première enseignement, c'est la première difficulté, c'est qu'effectivement, les gens nous voient arriver avec un certain risque pour leur territoire, pour leur manière de travailler, pour tout ce qui fonctionnait très bien et pourquoi changer puisque ça fonctionne bien. Et en plus, les chiffres le prouvent. Et en opposition, ce qu'on apprend quand on fait de l'intrapreneuriat dans ce genre de boîte, c'est que ça va sans le dire parfois, mais ça va mieux en le disant, et puis qu'on doit évangéliser et expliquer quoi. Voilà, on ne peut pas prétendre que notre auditoire accepte de se réformer si on ne vient pas lui expliquer les choses un peu plus simplement et avec un tout petit peu plus d'humilité. Donc le premier enseignement, et je dirais, puisqu'on est également là pour échanger sur certains tips qui pourraient servir à d'autres, c'est d'abord y arriver avec un peu plus d'humilité.
Aujourd'hui, la vente en ligne, il y a très très peu aujourd'hui d'entreprises qui balayeraient d'un revers de main la vente en ligne. Mais il faut évangéliser maintenant. Il fallait le faire à l'époque, il faut toujours le faire. Expliquer pourquoi il faut le faire. Donc la première réticence, elle est effectivement là-dessus. En plus, tu arrives pour faire de la vente en ligne dans un environnement où tu vas dire à tout le monde, bon alors, il faut développer des nouveaux systèmes, il faut développer un nouveau savoir. Alors vous qui êtes derrière les clients quand ils ont un problème, alors sachez que maintenant il y a des nouveaux types de clients. Il y a une nouvelle plateforme, il y a un back-office, il faudra vérifier. Il y a des gens qui auront oublié leur code. Il va falloir leur donner. Wow. Ouais, t'embêtes tout le monde, quoi. Wow. Beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Et évidemment, c'est normal. On doit vendre en ligne, on aura des contacts avec des clients. Ouais. Mais tout ça, il faut l'expliquer. Et tout ça, il faut aller sur le terrain également. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à aller dans ce qu'on appelle des PC Parks pour aller voir ces personnes qui font toute la journée en sorte de faciliter la tâche à nos passagers, qui rentrent dans un parking, qui les aident même parfois à retrouver leur voiture au retour de leurs vacances, qui sont vraiment dédiés aux passagers et à qui on ne peut pas dire bon, c'est l'heure de la vente en ligne, faites gaffe, on va tout changer. Donc il y a tout ce travail-là et donc des difficultés. Et on en rencontre tout le temps. Ça, c'est les personnes qui étaient opérationnelles sur les parkings. Oui, les personnes opérationnelles, les personnes qui gèrent les stocks, les personnes qui gèrent tout ça, sont des personnes qui étaient inquiètes de ce que ça apporterait. Pas comme difficulté en soi, mais comme changement. Comme changement. Je veux dire, le groupe ADP, Paris Aéroport, l'enjeu principal, c'est quand même un enjeu d'excellence opérationnelle. Il faut que tout se passe bien. Donc, ajouter des éléments qui pourraient perturber cette excellence opérationnelle, c'est tout à fait normal que nos interlocuteurs s'inquiètent, quoi. Donc, on a passé beaucoup de temps à évangéliser. Ça, c'est pour la partie développement d'un nouveau produit. Sur la partie tarifaire, je crois que pour avoir regardé des derniers podcasts... Évangéliser, en fait, c'est pour accepter les nouveaux process, les nouvelles façons de faire. Accepter les nouveaux process, accepter de créer des nouveaux process aussi, d'aider à créer des nouveaux process. D'être impliqué. D'aider, être impliqué, en fait. Pas ça tout seul. Et il y a eu des personnes clés qui t'ont aidé là-dedans, ou c'était un petit peu chacune des personnes que tu devais aller convaincre Alors, on se dit souvent entre nous, on discute beaucoup entre nous qui sommes dans des grosses boîtes de ces problématiques-là, il faut toujours un sponsor. Voilà, donc il faut le chercher, le sponsor. C'est pas naturel. Donc il faut toujours un sponsor. Toi, tu avais un sponsor Oui, le directeur de la communication et du marketing de l'époque, c'était un vrai sponsor. En tout cas, il a fait en sorte de ne pas balayer d'un revers de main cette idée de service payant à réserver en ligne. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, et il y a eu des sponsors année après année. C'est pour ça qu'on a commencé par envoyer des emails sur une base de données clients, par vendre des parkings, et qu'aujourd'hui on vend beaucoup plus, on a une offre beaucoup plus large. L'hôtel, location de voiture, protection de bagages, on est devenu un point de vente complémentaire. On est devenu un marketplace de services qui va encore se développer dans les mois qui viennent, avec des produits nouveaux. Et donc oui, il faut un sponsor, c'est une évidence. Pour moi, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'aussi l'offre qui était juste la vente de parking s'est étendue sur autre chose. Après, une fois que vous avez mis en marche cette espèce de capacité à changer une offre et à la digitaliser dans la vente, vous avez étendu ça à d'autres services après. Pour répondre très précisément à ta question, il y a des premières années qui sont difficiles, puisque il y a des premières années où on a très très peu de places de parking à vendre, ou sur certains parkings, on a plus de 2000 places de parking, mais à vendre en ligne, nous, on en a 40. Parce qu'on vous alloue juste 40 Parce qu'on nous en alloue 40. Qu'on va, sur certaines périodes, j'exagère à peine en disant qu'on va les vendre en 2 heures. Quoi. Et donc, on va du coup revenir vers les personnes qui nous allouent des stocks en disant on ne pourrait pas en avoir 40 de plus. Et là, on arrive sur des concepts, des conversations qu'on aura tous eues quand on développe quelque chose en ligne. C'est le fameux terme... que je peux quasiment plus entendre, tellement je l'ai entendu, de cannibalisation. Quoi. Dans quelle mesure, quand tu vends un parking sur Internet, qui est moins cher vas chercher, qui est moins cher, on va y arriver. Dans quelle mesure tu vas supprimer le business qu'on aurait pu faire ? Est-ce que je sais que Franck va venir dans mon parking ? Est-ce qu'il vaut mieux que je l'ai avant, après ? Est-ce qu'il faut que je lui donne 30% de réduction ou pas ? Donc le sujet des tarifs, le sujet des prix, c'est un sujet qui est absolument majeur, puisqu'on a affaire à de très très bons gestionnaires, en tout cas pour ce qui est
du groupe ADP, de très très bons gestionnaires financiers, et à qui il faut montrer. Ouais. Et puis c'est le chat qui se mord la queue, Franck. Pour montrer, il faut faire. Ouais. Pour faire, il faut que ce soit validé, et ainsi de suite. Donc quand tu as 40 places sur un parking, tu as du mal à faire des projections, ou tu as du mal à emballer le financier que tu as en face de toi quand tu fais des premières années à moins de 300 000 balles à l'année, quoi. J'ai une question idiote. Les places de parking sont limitées? Les places de parking sont limitées, oui, elles est limitées. Je vais essayer de répondre à ta question si je la comprends bien. C'est que sur un parking, quand il y a 1500 places, il y a 1500 places. Oui, oui. Ensuite, il y a ceux qui vont venir déposer Mamie Louisette pendant 1 heure et repartir en ayant pris un café. Il y a ceux qui vont venir rester 1 journée ou 2 jours parce qu'ils ont un voyage d'affaires, ou 3 jours. Et il y a ceux qui vont partir 1 semaine en vacances. Ces 1500 places, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça peut arriver. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont déjà vu un parking complet. Quand ces parkings sont complets, c'est parce que dans le même parking, tu cumules à la fois les gens qui ont réservé à l'avance, les gens qui vont venir pour rester 1 semaine, et les gens qui vont déposer pendant 1 heure. Mais le taux d'occupation des parkings, est-ce qu'il n'était pas au maximum déjà, ou est-ce qu'il y avait justement une marge d'amélioration? C'est un sujet complexe, le taux d'occupation des parkings, dans la mesure où, et je vais essayer d'être le plus pédagogique, ce qui arrange dans un parking, c'est que s'il y a une journée de 24 heures, il y a 24 personnes qui se garent 1 heure. On est d'accord ? D'accord. Voilà, donc tu as des parkings qui sont pleins, et dans ces parkings, comme je disais tout à l'heure, il y a à la fois les gens qui déposent quelqu'un ou qui viennent récupérer quelqu'un, et les gens qui partent en voyage. Voilà. Et on va on va être honnête aujourd'hui, ce qui est très rémunérateur, c'est effectivement d'avoir des gens qui déposent, et parce que c'est pratique, parce qu'on se gare juste en dessous, qu'on reste pas longtemps. Dans l'ensemble, le taux d'occupation, c'est un concept un peu, vu qu'il y a plusieurs types d'usages qui se mixent à l'intérieur, je ne crois pas que ce soit quelque chose de... Voilà. En revanche, je vais aller un peu plus loin sur la question que tu évoques. Cette vente en ligne, ça nous a permis de mettre en place le yield management. Alors, tout le monde est à peu près familier avec ça, donc on va adapter. C'est le fait de varier les prix. On va adapter le tarif en fonction du remplissage, et en fonction de la période, et en fonction de ce qu'on a anticipé sur les historiques des années précédentes. L'année dernière sera une année très particulière, on est d'accord. Mais globalement, on anticipait ça, ce qui nous permettait de faire des prix moins chers encore, mais également de vendre un peu plus cher en ligne quand la demande est importante. Et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement rassurants en interne pour ceux qui craignent qu'on ne soit là que pour éclater de la valeur. Moins 30, moins 40, voilà. J'ai un moment, on a l'impression de passer pour le mec qui demande des réducs tout le temps, quoi. Mais alors, question bête, mais le fait de rajouter la vente en ligne, est-ce que ça a augmenté le chiffre d'affaires de l'activité parking? Ce qui est certain, c'est que l'avenir, donc on a beaucoup parlé du début, mais ensuite les années qui suivent ont montré plusieurs choses. On montrait qu'on avait une demande de plus en plus importante de parking en ligne. Donc on a eu de plus en plus de places, d'accord, jusqu'à ce que j'appelle le grand soir, et qu'on se décide à se dire, on ne doit plus freiner la vente en ligne, on va donner le stock nécessaire qui va respecter la demande. Il peut encore arriver qu'on ait des parkings qui soient complets à la réservation en ligne. Pour une raison très très simple, on sait qu'il nous reste des places dans le parking. On pourrait les vendre en ligne. Mais à côté de ça, on est aussi garant du service de quand tu viens déposer ta Mamie Louisette. Et donc, il faut que tu aies de la place pour pouvoir déposer. Donc là, tu vois, c'est un équilibre. Donc là, c'est inversé. Vous allouez quelques places pour... On doit, pour des raisons de qualité de service. Tu arriverais pour déposer quelqu'un... Alors, il y a des endroits pour déposer pendant 10 minutes gratuitement. Les déposes minutes, tu les connais. Mais si effectivement je dépose quelqu'un qui est en béquille, qui a du mal à se déplacer, etc., que je dois accompagner jusqu'à son enregistrement, ou que je dois donner à la prise en charge à quelqu'un qui va aider une personne à mobilité réduite ou autre, tu dois pouvoir te garer. Donc, je réponds à ta question très simplement. Oui, il peut y avoir... Aujourd'hui, on est totalement ouvert à vendre des places en ligne. Mais le chemin s'est fait au fur et à mesure. Ce qu'on avait prévu sur les usages qui changent est arrivé. Aujourd'hui, on va avoir moins tendance à venir se garer directement au ticket pour ce type de tarif. On a baissé les prix pour avoir une offre... pour être plus concurrentiel, en fait. C'est ça le gros mot, en fait, quelque part. On devient concurrentiel. On devient l'un des meilleurs moyens
En tout cas, l'un des moyens les moins chers et les plus rentables pour venir, très, très clairement, quand tu habites par exemple en banlieue parisienne et que tu dois venir à Roissy, que tu veux éviter les transports ou tu as un vol très tôt, on est extrêmement concurrentiel en face des VTC. Non, ma question, c'était un petit peu, mais je pense qu'il répond, c'est le fait que, oui, pour être plus concurrentiel, mais quelque part, vous avez un monopole, mais qui est peut-être pas plus qui est peut-être plus tant un monopole que ça, parce que l'offre s'est bien développée autour, et donc ça mettait le business en danger. Très clairement, non, on n'a pas de monopole. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre le RER pour aller à l'aéroport, tu peux prendre un VTC, tu peux prendre un covoiturage de courte distance. Et si tu veux même te garer à l'aéroport, il y a même des gens autour qui ont développé des offres de parking. Donc, à aucun moment, on a un monopole. À aucun moment. Voilà. À aucun moment, rien de notre position n'a empêché les gens de développer un tas de services autour de l'accès à l'aéroport. Donc, non, on n'a plus de monopole. Et on n'a plus de monopole. On n'a pas de monopole, on n'en a à mon avis jamais eu, parce qu'il y a toujours eu des taxis ou d'autres moyens de venir à l'aéroport. Et c'est encore plus important d'être concurrentiel quand on a une activité qui se développe autour. Moi, je crois en la vertu du développement de la concurrence autour. Ça, quelque part, tout ce qu'avec les équipes on a réussi à vendre comme transformation dans la boîte, on aura quand même été aidé par la concurrence qui se développe. Très clairement. Voilà. Justement, pour revenir un petit peu sur tu parles de transformation dans la boîte, c'est-à-dire que il y a ces nouveaux process qui arrivent d'installation. Jusqu'où ça va en fait la transformation et par rapport à quand tu es arrivé et ce qu'il y a maintenant, Ça va jusqu'où évidemment les process, d'accord, mais c'est pas spécifique à une boîte comme Paris Aéroport ou au groupe ADP. Bien, les process, on en change tout le temps. Tu sais à quel point une société, c'est un organisme vivant et complexe. Donc du coup, les process, on va quand même pas se targuer d'avoir mis en place des nouveaux process. Il y a des tas de boîtes avec qui tu feras les podcasts qui te diront qu'il y a 5 ans, ils ne vendaient pas en ligne. Il y a même des boîtes qui, il y a 2 ans, avaient négligé le fait de vendre en ligne, et on sait tout ce qui s'est passé l'année dernière sur le boom de tout ce développement-là. On change les RH, on change les profils en fait. On n'a pas les mêmes profils. On va avoir affaire à des profils différents, à des profils qu'il va falloir faire accepter dans une entreprise qui n'a pas l'habitude de ce type de profil. Déjà, donc les RH changent. Du coup, des recrutements de nouveaux profils, est-ce qu'il y a des profils qui deviennent obsolètes aussi? Est-ce qu'il y a des gens virés, entre guillemets Alors, il n'y a pas de profil qui devienne obsolète, de mon point de vue évidemment, dans l'activité de Paris Aéroport. Parce qu'on est intimement lié au process opérationnel dans un aéroport. D'accord ? Il n'y a pas de profil. Il faut toujours quelqu'un qui connaisse l'aéroport. Et dans notre métier, à nous, de digital, le mea culpa que je ferai un petit peu, j'ai commencé tout à l'heure, qui est de dire on n'évangélise pas assez. Quand on fait du e-commerce dans une boîte comme Paris Aéroport, on est obligé d'aller écouter les gens qui sont à l'intérieur de l'aéroport et qui vont nous expliquer tous les process des clients, qui vivent les vrais emmerdements maximaux quotidiens à s'occuper des passagers, à s'occuper de les aider à trouver leur chemin. Voilà. Si je ne l'ai pas déjà dit, je vais le mentionner. L'un des premiers sentiments qu'on ressent quand on vient à l'aéroport, c'est le stress. Voilà. Et tout le service qu'il y a autour et tout l'accompagnement qu'on met en place, il consiste à faire baisser ce stress pour que ça passe de manière beaucoup plus fluide et qu'on soit moins tendu, perdu et autres. Voilà. C'est une discipline très complexe. Donc il n'y a pas de profil obsolète. Il n'y a que des nouveaux profils qui discutent avec des profils existants. Voilà. Et ces nouveaux profils doivent, eux, apprendre que les profils existants sont là avec le savoir-faire et que nous, on arrive avec un nouveau savoir-faire. Et qu'en mixant les deux, a priori, il y a une success story à faire. D'accord ? Donc, il y a une loi de l'emmerdement maximal dans un parking, les places, dispo, pas dispo, complet, pas complet, etc. Je le prends en compte. Et toi, tu prends en compte en face que j'ai peut-être des outils qui pourraient t'aider à faire en sorte qu'on puisse anticiper l'avenue des gens. On envoie un email de confirmation, on met un point GPS à l'intérieur. Donc là, si tu veux, tu commences à avoir une émulation entre l'opérationnel et le mec du digital. Ah ouais, tiens, c'est pas con ça. Et la moitié du système de réservation qui a été monté, et je dis la moitié, voire plus, et le développement qui ont suivi ce lancement de la première version, viennent beaucoup des opérationnels qui vont nous dire, tu sais, quand tu écris ça dans ton email, les mecs, ils comprennent rien en fait.
Ah ouais, bah, je vais changer mon email de confirmation, je vais rajouter ceci, voilà. Ouais, un truc les aussi, retours terrain, quoi. Ouais. aussi insignifiant de Ouais. on aimerait bien que tu rajoutes appuyer et taper votre code et appuyer sur valider. Si tu n'as pas un opérationnel qui te le dit, ça, il y a un clavier, il y a 9 chiffres, tu tapes Ouais. ton code à 6 chiffres, et il y a un V en vert, tu appuies dessus. Ouais. Eh ben, on l'a précisé dans les emails, ce qui a fait réduire considérablement le nombre de personnes qui tapaient le 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui regardaient la barrière, elle ne s'ouvrait pas, et qui sonnaient. Parce que... Je comprends pas, mon code marche pas. Vous Ah avez oui. appuyé sur valider? Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ça y est, ça marche. Voilà. C'est vrai que, Voilà. que les Faut pas digicodes, négliger. il Il faut absolument pas négliger. Il y a dans le fait de développer une nouvelle activité et notamment liée au digital des difficultés relationnelles avec des services en interne, mais il faut pas négliger aussi que ces difficultés relationnelles, elles peuvent venir. En tout cas, ça a pu venir pour nous et on s'est beaucoup transformé nous-mêmes en discutant avec les opérationnels. Ça peut venir du fait qu'on n'écoute pas suffisamment les gens qui sont au charbon, en fait, en quelque sorte. Pas qu'on n'y soit pas, mais qui sont au charbon différemment. Mais toi, tu disais que tu as passé pas mal de temps sur le terrain et ça a aidé. On passe du temps sur le terrain parce qu'on n'est pas accueilli quand on a des collègues qui sont beaucoup sollicités, où il y a beaucoup de problèmes dans les parkings et qu'on vient avec une nouvelle activité. Il vaut mieux aller les voir pour leur en parler, quoi. Et il vaut mieux aller les voir pour leur en parler pour deux choses: faire progresser ce qu'on a mis en place et puis essayer d'y aller un peu mollo, quoi. Voilà, d'y aller doucement. Enfin, les changements peuvent pas tous venir. Je ne crois pas à la révolution. Le digital arrive, on arrive avec nos termes en anglais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On arrive avec nos grands concepts, on arrive avec nos benchmarks, tu vois, eux, ils le font, ça marche. Non, il faut y aller plus doucement. On a affaire à des machines bien huilées, d'accord. Je veux dire, les chiffres d'affaires d'entreprises comparables à celles du groupe ADP montrent bien qu'il y a quand même quelque chose qui marche, qui est bien fait. Donc voilà, on peut faire la morale, Franck, mais à mon avis, vaut mieux y aller avec de la pédagogie et de l'évangélisation. Je ne dis pas que parfois il n'a pas fallu passer par un petit peu de forcing. C'est obligé. Ah oui, c'est obligatoire. Ouais, dis-moi, toi, en tant qu'ancien entrepreneur, tu arrives là-dedans, qu'est-ce que l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu vois comme différence? Est-ce que tu avais des frustrations un petit peu justement par ça? Oui, il y a des frustrations. Alors, il y a des frustrations. Il y a le fait que quand on arrive dans une boîte comme celle-là, bon, alors que ce soit autour de toi ou que ce soit toi un peu dans ta tête, tu te dis, oh la vache, une grosse boîte comme ça, mais ça va être rigide, ça va être difficile, il va y avoir des tonnes de process. Alors moi, à titre strictement personnel, les process, je trouve ça génial maintenant. Voilà. D'accord, OK. Les consultations, les appels d'offres de Paris Aéroport, ça a été une occasion pour moi de me dire, oh là, il va falloir que j'interroge tout le monde, il va falloir qu'il y a tel process. Bah oui, mais en interrogeant tout le monde, j'ai découvert plein de prestataires, plein de nouveaux. Voilà. On arrive, nous, dans le digital, on connaît celui qui fait ci, on a déjà travaillé avec celui qui fait ça. Et là, ça m'a obligé à me remettre en question en disant, tiens, ceux-là, je ne les connaissais pas. Voilà. Et les salons et les endroits où on se retrouve les uns les autres du digital sont assez récents si on se projette à 10 ans en arrière. Donc c'était hyper intéressant d'avoir tous ceux qui faisaient du CRM, tous ceux qui faisaient ceci, tous ceux qui faisaient cela. Donc quand j'arrive là-bas, j'ai une appréhension et je me dis que ça va être difficile à bouger. Et c'est vrai, quoi. On ne va pas se voiler la face. Ça a été difficile de faire bouger un tas d'interlocuteurs. Un tas d'interlocuteurs. Et pas seulement parce qu'on n'est pas pédagogue. Aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger. Est-ce que tu as plus de moyens aussi ou Les moyens ont toujours été dérisoires en comparaison du chiffre d'affaires réalisé. Voilà. Ce que tu as envie, toi, quand tu arrives dans ce genre de boîte, c'est que tu dis, putain, ils gagnent des milliards. Alors voilà. Donc, ils vont bien pouvoir me filer 2 millions. C'est quand même pas, tu vois, ça va pas leur arracher les dents de devant. C'est faux. Tout le monde le sait. Quand on a développé une nouvelle activité dans une entreprise florissante, on commence avec des budgets assez faibles. On commence avec des équipes très, très restreintes. Donc, on donne cette impression aussi, et là, c'est encore une fois le chat qui se mord la queue. On commence à développer la vente en ligne avec des budgets très petits, avec quasiment tout fait en homemade, en interne. Quand on a commencé à développer en ligne, à vendre en ligne, on a des gens qui vont sur le site web, même en interne, et qui disent « Attends, moi, la dernière fois, j'ai fait une réservation, j'ai acheté un truc sur Amazon,
Alors, franchement, c'était vachement mieux. Ouais. Bah ouais, en fait. On n'a pas exactement les mêmes équipes. Ouais. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Non, mais franchement, tout ça pour sortir ça en ligne, quoi. Ouais. Bah oui, mais les budgets sont faibles. Ouais. Donc Ouais. il faut développer au fur et à mesure. Ouais. Voilà, les budgets, évidemment, se sont développés avec le développement de l'activité. Ouais. Mais au début, on commence par avoir à montrer quelque chose Ouais. avec des budgets très faibles, Ouais. des très petites équipes. Je veux dire, Ouais. j'ai mis des années à avoir quelqu'un qui travaille avec moi, hein. Donc, quelque part, on se sent un peu seul. Ouais. Donc là, on est Ouais. vraiment là. Il y a la solitude de l'entrepreneur. Ouais, ouais, c'est Hein, ça, on ouais. se sent seul. Bah, ça exclut pas. D'où le terme d'intrapreneuriat, quelque Ouais. part. Ouais. C'est que tes patrons, c'est tes banquiers. Ouais. Ouais. T'as rien prouvé. Ouais. Et donc, voilà. Si tu vas avec la meilleure idée du monde, Franck, demain voir un banquier, t'as intérêt à être... voilà. Non, mais je vous assure que ça va marcher. Ouais. Je peux le faire. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ah, On va c'est étudier notre votre histoire, dossier. les banquiers, ouais. Ben, on est dans la même chose. On est dans la même chose. Et qu'ils le font de manière raisonnée et raisonnable. Ce qu'on peut un peu remettre en question, Franck, c'est la manière avec laquelle on va investir dans l'avenir, quoi. Voilà. Le brillant Stéphane Seguin disait à ton micro que l'époque, ça suffit, qu'à un moment, on ne reste pas au port, il faut aller en mer. Ouais. Eh ben moi, je le rejoins tout à fait quand il dit ça. L'une des grandes difficultés, c'est quand même d'avoir affaire à des entreprises qui veulent bien tester, Ouais. mais faire Ouais. des POC. Mais tu parlais tout à l'heure de ce moment où tu devais plus te battre pour avoir un quota de place de parking, mais que ça devenait, c'est un petit peu ça, c'est le POC est validé et du coup, il y a une espèce de déploiement un petit peu plus conséquent qui se passe. Oui, il y a un déploiement conséquent, puis il y a les preuves qui sont faites aussi. C'est-à-dire qu'il y a Qui les sont faites, ventes ouais. qui augmentent. Ouais. On est à moins d'1 million d'euros les premières années, et puis on atteint le million, Ouais. puis 2, puis 5, puis Ouais. 10, puis 20. Ouais. Donc force est de constater qu'il y a une demande. Et puis on commence à avoir aussi beaucoup plus d'arguments les années passant. On a des temps très longs de Ouais. présence dans ce genre d'entreprise. Ouais. Voilà. Mais dans cette phase de croissance, justement, tu penses que c'est plus le proof of concept au début qui est plus dur ou justement de faire de la nouvelle solution quelque chose de courant et la croissance, en On a fait. tous le problème avec les POC, les MVP, t'appelles ça comme tu veux, c'est qu'après, il faut investir pour déployer. Ouais. Je te répète que tu as affaire à 2 aéroports, Ouais. distants de plusieurs dizaines de kilomètres, Ouais. avec des terminaux différents, Ouais. et que quand il faut déployer, ça commence à être un investissement tout de suite important. Ouais. Donc, la difficulté à déployer tout ça, on peut la comprendre dans nos interlocuteurs. Ouais. Encore une fois, souvent dans ces expériences-là, c'est le chat qui se mord la queue. Pas de budget, peu pour déployer, Ouais. donc on ne fait pas ses preuves financièrement. Ouais. Donc pourquoi on le ferait là-dedans? On a regardé vos chiffres, et ainsi de suite. On tourne un peu en rond. Là, le sponsor intervient Ouais. et dit, bon, et c'est des présentations et des présentations et des présentations Ouais. qui ressortent parfois, je peux le dire, c'est 2 ans plus tard, on ressort la même. Hein. Ouais. On sort celle d'il y a 2 ans, on change la date. Ouais. Et finalement, elle passe, parce que les choses ont évolué, parce que le marché a évolué. Donc, il Ouais. ne faut pas hésiter à... Il y a une forme d'opiniâtreté qui est nécessaire. Et oui, il y a des boîtes où on développe des trucs en 6 mois, où on fait des trucs en 1 an. Je ne crois pas que ce soit impossible, Ouais. mais je crois que quand on veut évangéliser, y aller faire trop de forcing, c'est compliqué. Et Dieu sait que celui qui te parle en a fait du forcing, Ouais. hein, et que c'était pas forcément toujours opportun. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a toujours moyen d'embarquer différemment qu'en faisant du forcing. Je te le dis avec l'expérience maintenant. Ouais, ça peut te retomber dessus après. Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'au fait, le plus dur, c'est pas de valider un peu le business model ou les chiffres au début, mais c'est de déployer ça dans le reste de l'organisation, parce que là, Je dis que le plus dur, c'est les deux. les deux. Ouais. Je dis que le plus dur, c'est les deux. Ouais. Je dis que le plus dur, c'est les deux. Quand tu arrives à quelque chose qui consiste à baisser les tarifs, voilà. Au début, voilà. c'est un challenge différent. Et encore une fois, on va essayer de pas avoir... on s'est dit qu'on n'aurait pas une conversation trop policée, quoi. Mais quand on touche à quelque chose, on marche sur le territoire de quelqu'un. Ouais. Et voilà. Et depuis la nuit des temps, protéger son territoire est Ouais. quelque chose qui est intrinsèquement en nous. Ouais, Voilà. Donc rassurer, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, non, on est à ton service, non, on n'est pas un centre de profit, non, mieux on marchera, plus tu marcheras.
il y a quand même quelque chose qui dit qu'on intervient dans le business de quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nécessite énormément de pédagogie, je pense. Voilà. Et toi, quand tu as commencé cette aventure et maintenant, est-ce que, est-ce que du coup, tu t'es transformé? C'est quoi tes nouvelles perspectives? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce que tu recommanderais à toi au début de l'aventure? On a tous, après 10 ans, on a un regard sur différentes phases de ce type de projet où il y a beaucoup de lutte au début et ensuite le business se développe. Et voilà, moi, rétrospectivement, oui, le manque de pédagogie, on en manque tous, toujours un peu, mais le manque de pédagogie et puis le côté un petit peu que certains pourraient appeler du dynamisme et d'autres qui pourraient appeler du forcing, oui, certainement que je le ferais différemment aujourd'hui. Mais mon expérience, elle est salvatrice parce que je me suis rendu compte que toute l'image que j'avais de ce genre d'entreprise, toutes les mauvaises images que j'avais, tout ce qu'on véhiculait autour de moi sur toi, dans une boîte comme ADP, non mais attends, c'est pas possible. Tu vas pas tenir un an. Il se trouve que j'ai tenu un peu plus longtemps. Toutes ces images sont fausses en fait. Voilà. C'est ça mon principal enseignement. Okay. C'est faux. Il y a peut-être des enjeux qui nous dépassent parce qu'on arrive avec nos dégaines de start-upper ou de digital, ou t'appelles ça comme tu veux, en disant qu'on va tout révolutionner parce qu'on met une paire de baskets et un t-shirt. Ouais. Je suis pas certain que ce soit le bon chemin. Ouais. C'est un point de vue. Donc tu parles d'un équilibre entre la pédagogie, c'est-à-dire évangéliser, ce que tu as fait beaucoup, et puis le forcing. Ouais, alors pour moi il en faut, c'est sûr. On déverrouille pas des organisations, on transforme pas des organisations en forçant pas un peu. Enfin, il faut mettre le pied dans la porte. Ouais. Il faut mettre le pied dans la porte, c'est incontestable. Voilà. Et je le dis très naturellement, très détendu, il faut mettre le pied dans la porte. Ouais. Je reste persuadé que quand tapant poliment à la porte en attendant qu'on ouvre, à un moment, non, il faut avoir quelques initiatives. Ouais. Et c'est l'une, si on devait passer sur un deuxième enseignement, c'est que c'est très bien les process de ces grosses boîtes, mais on essaye de toujours être un peu border pour essayer d'aller chercher une opportunité en étant border. On ne fait pas ça chez nous, on ne doit pas le faire de cette manière-là. Je dis sans détour que oui, il faut rouler un peu sur la ligne, je pense, à un moment, voilà, sans que ça devienne quelque chose de problématique pour la boîte. Mais oui, pour faire bouger les lignes, il faut s'en approcher. Alors si jamais tu as un intrapreneur qui doit lancer une nouvelle activité, digitaliser un process, etc., qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Je lui donnerais comme conseil de commencer par faire une immersion dans la boîte dans laquelle il est, pour comprendre quels sont les différents process. Voilà. Ça lui permettra d'appréhender peut-être le côté réfractaire de certains, de comprendre quel est leur business, voilà, ce qu'on ne fait pas souvent. On se jette souvent sur le développement sans forcément... Voilà. L'immersion me paraît être un premier point très très important pour bien comprendre la boîte. Pas juste imposer une solution, mais... Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec un patron qui connaissait bien la boîte et qui m'a tout enseigné pour bien commencer. Malheureusement, comme souvent, je ne l'ai pas écouté surtout, mais j'aurais peut-être dû. Mais oui, il m'a déjà donné un bon enseignement de la boîte, la comprendre. Donc pour moi, c'est le premier point. Voilà. Et ensuite, et c'est pas vraiment dans mon caractère, mais je dois avouer que faut prendre un peu son temps et essayer de transformer la boîte le plus doucement possible. Et c'est dur à gérer psychologiquement d'avancer lentement. On a des collègues, on a des gens qu'on connaît sur le marché. T'en es où ? L'année dernière, j'ai développé ça. Moi, j'ai fait ça. Bon, ça va. Tu te foules pas trop. En fait, c'est vrai que je me foule pas trop. C'est qu'on va essayer d'y aller doucement. Voilà. On va essayer d'y aller doucement. Donc, c'est le deuxième contexte, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de prendre un peu son temps et dans l'activité de vente en ligne en particulier. La patience et de gérer sa frustration. Gérer sa frustration. Il y a énormément de frustration, effectivement. On pourrait avancer plus vite. C'est toujours lié à la taille de la boîte, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ce budget alors que je pourrais développer ça. Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas l'équipe. Je pourrais avoir des équipes, je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela, je voudrais changer de prestataire, je voudrais. Et on veut beaucoup de choses.
Il faut les organiser avec, avec un bon timing. Ça, c'est le deuxième point. Donc ce serait la persévérance et toujours... ouais, Euh, je suis désolé d'être un peu direct, mais la persévérance, la confiance en soi, machin. Ouais, dans le monde de oui, il faut tout ça, quoi. Mais dans le vrai monde, la persévérance, ça n'a jamais amené à finir un projet. ouais, ok. Ce qui amène à finir un projet, c'est d'embarquer les équipes autour de soi, qui Ouais, comprennent ce que tu fais, et oui, persévérant ou pas, que tu sois persuadé, toi, de l'intérêt que ça aura pour la boîte, et que tu le montres, et que tu le prouves. Que ce soit net, quoi. Voilà. ouais. Que ce soit net. Oui, on a mis 40 places de parking à vendre, on les a réservées en 1 heure, on a des clients qui reviennent. Quand on leur envoie un email en disant qu'il y a une promotion, il y en a qui l'ouvrent, il y en a qui cliquent. Enfin, moi, je Ouais, crois en ça, quoi. ouais, Et nos interlocuteurs, il y a des interlocuteurs de mauvaise foi, comme partout. Il peut y en avoir. Mais dans nos interlocuteurs, ils ne demandent que des preuves. Voilà. ouais, Et pas off ouais, concept, en fait. Des preuves. ouais, Des preuves. J'ai mis en place tel ouais, produit. On vend tant de places. Ça a permis de. Plus ça va, ouais, plus on se développe, ouais. plus on met des places. On a baissé le prix, on l'a augmenté, on a fait des promos. Tout ça sont les choses. Mm. euh, et ce sera mon troisième conseil, quoi. Euh, Plutôt factuel, quoi. Ouais, Et tu m'accorderas quand même que parfois dans le digital, on est un peu dans notre monde, quoi. ouais, Voilà, on veut des trucs innovants, on veut des trucs ouais, waouh. ouais, Moi, c'est peut-être que revenir un peu les pieds sur terre et d'être sur du concret nous permettra d'avoir des interlocuteurs qui sont tous les jours dans du concret, ouais, un petit peu plus sensibles à ce qu'on leur vend. ouais, ouais. Ça revient au point de vulgarisation, de sortir Bien de sûr, tout ce langage. Et tout. bien Et sûr, ce que tu bien disais sûr. avant, c'était au fait d'être convaincu et transmettre cette conviction, Oui, et convaincre oui, les il faut autres. une âme. Je te vois venir et j'adhère. Mais oui, il faut une âme d'entrepreneur. Évidemment qu'il faut Ouais, une âme d'entrepreneur. Il faut les convaincre. J'ai parlé tout à ouais, l'heure de convaincre un banquier, de convaincre un ouais, partenaire. Voilà. ouais, Tous ceux qui ont commencé petit. ouais, Donc on commence aussi petit là-dedans. Donc ouais, oui, oui, il faut cette. Voilà. Il faut quand même se dire qu'à un moment. Alors du coup, j'appellerais pas ça de la persévérance. euh, mais qu'à un moment, en face de soi, on a des gens qui vont être réfractaires. Si on jette tous les projets derrière soi en se disant bon bah ils sont pas d'accord, tant pis pour eux, bah évidemment ça avancera jamais. Donc il faut cet esprit d'entrepreneur. Et tu m'accorderas que dans les entreprises, les gens qui disent bon moi je propose, on verra, finalement c'est pas ma boîte. ouais, Bah, donc ce serait ça l'esprit d'entrepreneuriat, c'est de se dire ah, j'ai une boîte qui me paye toutes les fins de mois, je vais faire. Il faut absolument qu'ils entendent ça. ouais, Il faut absolument qu'ils le fassent. ouais, Ça a beau ne pas être ma boîte ni la boîte de ouais, mon père, c'est celle dans laquelle je ouais, travaille. ouais, Donc il va falloir que j'aille aller convaincre. ouais, Donc ouais, c'est ça qui est compliqué. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la frustration. Il y a quelque chose de frustratoire. ouais, On est d'accord. ouais, Hmm. ouais. De ne pas pouvoir faire des choses qui paraissent Bah évidentes. ouais, parce que t'es dépendant du reste de l'organisation. Ouais, On est dépendant du reste de l'organisation. On a à notre disposition un super outil. Hein, parce que, alors, la petite success story d'en arriver à plusieurs dizaines de millions d'euros de vente de parking, elle vient avec un nom très connu, avec un site internet très visité. Elle vient aussi avec tout ça. Hein. ouais, ouais, Voilà, ouais, la question à se poser, et ça nous ramène à un tout petit peu d'humilité par rapport à la vision qu'on a de ces grosses boîtes, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été lancé un parking tout seul à côté de Roissy. On a quand même un formidable outil qui nous aide à ouais, promotionner le digital. ouais, C'est aussi à ça que ça sert. Voilà. ouais, C'est aussi à ça que ça... Et on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable et dire que dans ces boîtes, on n'a pas d'esprit d'initiative ou c'est trop lent de faire bouger les choses. Ah, moi, je pourrais jamais bosser dans ce genre de boîte. Oui, c'est très incantatoire. Quand on est à ouais, l'intérieur, on ouais, observe quand même une sacrée puissance, quoi. ouais, Puis c'est des machines qui, quand elles s'emballent, quand elles se lancent dedans, euh, bah, donnent pas mal d'opportunités, quoi. Tu ouais, vois, par exemple, chez Paris Aéroport, il y a un service innovation qui est génial, ouais, qui est vraiment génial, qui va aller explorer ce qui existe sur le marché. Voilà. Il y a même des investissements qui sont faits dans des ouais, startups. Donc ouais, voilà. Et j'ai la
on peut être à plusieurs, avoir la prétention de dire que c'est en ayant travaillé autour du digital, autour de tout ça, que finalement, on se retrouve avec une boîte qui est sensible à ce qu'on appelle l'innovation. Ouais. Donc voilà, et on est innovant, et on est là pour transformer. Ouais. Et il n'y a personne qui peut dire qu'une transformation est facile. Ouais. Pour conclure, peut-être tu peux dire nous expliquer comment ce projet s'est étendu à d'autres services et est-ce que c'est passé naturellement, rapidement? C'est passé, alors pour être très rapide, effectivement, on commence avec une base de données clients, on l'enrichit au fur et à mesure avec des ventes de parking qui rentrent dans notre base, qui deviennent des clients, ainsi de suite. Des repeaters, un superbe taux de satisfaction. D'accord. On est à plus de 4,6 sur 5 sur notre notation du produit. Donc un produit qui marche très bien. Et donc à partir de là, ça se développe de plus en plus. On a de plus en plus de place à notre disposition. On a le yield management qui arrive et on a une vraie prise de conscience. On se dit qu'on a envie de proposer une boutique en ligne entière parce qu'on a un tas de services qui ne sont pas connus. Donc je vais te donner un exemple très très rapide. On a un service de protection des bagages qui, quand tu passes à côté, tu as l'impression que c'est du cellophane autour d'une valise. Si tu le vends en ligne, en le vendant en ligne ou en le mettant en avant sur le site internet, tu peux expliquer que c'est à la fois la protection de ta valise, mais aussi un tracking passif et également une assurance qui est inclue à l'intérieur de ce bout de cellophane. Donc on se dit qu'on va commencer à faire connaître des services, puis également les vendre en ligne. Donc les services autour des bagages. Tu m'accorderas que quand tu regardes des passagers qui attendent leur bagage à un tapis bagage, tu as l'impression qu'ils attendent le résultat d'un test Covid. Donc tout le monde est un peu angoissé pour ces bagages. Toi aussi d'ailleurs. Moi aussi d'ailleurs, on est tous un peu... Donc on va amener des services qui disent on va essayer encore une fois de vous retirer un peu de stress. Puis on héberge des compagnies aériennes, des hôtels, des locations de voitures. On se dit pourquoi ne pas les vendre quoi. Donc on a commencé à vendre des vols, des hôtels, des locations de voitures, des services autour des bagages. On a commencé également à vendre des produits touristique, du ticketing, etc. Et ça donne une boutique en ligne de service. Voilà. Et on travaille évidemment à développer la vente de nos produits vendus dans les commerces en ligne, mais ça, ce sera pour plus tard, on en reparlera une autre fois. Avec plaisir. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Un plaisir. Bonne journée. Merci.